Bonjour tout le monde, bienvenue à une présentation distante des livres de Loi de Cravant. Décidément, 2020, c'est l'année distante. On est pris pour se parler par micro, par écran, par petits mots envoyés par Internet. Heureusement, il y a des façons de se réchauffer l'âme et le cœur. Il y a la poésie. Mais moi, je prêche pour ma paroisse, comme on disait. Loi de Cravant, vous le savez, c'est une maison d'édition de poésie. Poésie en images, poésie de toutes sortes de façons. Et ben, comme un peu pour tout le monde, cette année, pour nous, a été au ralenti. Je vous présente ça depuis la maison. Puis la maison, ben, j'y ai été beaucoup cette année, un peu comme nous tous. On a commencé l'année quand même. Il y a un livre qui est parti chez l'imprimeur juste avant la pandémie. On l'a lancé en juin dans un lancement distant dans un parc. Et c'est le très beau recueil de Christian Girard, Le temps qu'il fait. C'est un livre, je dis toujours que c'est un livre presque prémonitoire parce que Christian Girard a travaillé sur ce livre-là longtemps. Et ça donne que c'est un livre qui parle du sale temps qui dit restez chez vous, bien à l'abri. Alors c'est un livre qui vraiment tombait bien, si on veut. Après avoir sorti ce livre, on s'est dit on va se concentrer là, sur les réimpressions. Je me suis dit ça. Parce que il n'y avait juste pas de temps avec les enfants à la maison pour faire des projets de plus grande envergure. Alors il y avait une réédition urgente, c'était La fatigue des fruits de Jean-Christophe Réel, qui est véritablement une espèce de best-seller. Si les best-sellers pouvaient avoir une telle qualité tout le temps, ça serait extraordinaire. Il n'y en avait plus. Alors on l'a réimprimé d'urgence dès que l'imprimerie a réouvert. On a aussi fait Chanson transparente de Jonas Fortier, qui était en nomination pour le prix des libraires l'année dernière. Ça aussi, il n'en avait plus, puis il y avait une petite complication, c'est que Chanson transparente, comme vous pouvez voir, la couverture est artisanale, c'est fait par Kiva Stimac, de l'atelier Popolo Press à Montréal. Elle a tout fait ça, ça s'est gravé et imprimé à la main. Il y a 4 couleurs de couverture différentes, je pense. Vraiment un travail très très précis. Puis elle a accepté de se remettre au travail pour le faire. Malgré la pandémie, malgré tout ça, elle nous a refait le livre de Jonas Fortier, Chanson transparente, la couverture. Il y avait aussi un livre un peu hors de ce que fait Loi de Cravant habituellement, un recueil de nouvelles. Je dis toujours un recueil de nouvelles poétiques. En tout cas, c'est très près de l'univers un peu étourdissant de Borges. La nuit sans fin de Thierry Orgelin, qu'on a réimprimé dans notre collection de poches, parce qu'il n'y en avait plus pantoute. Et puis aussi, last but not least, des réimpressions, il y a Entre la ville et l'écorce de Robin Aubert. C'était le premier recueil de Robin Aubert. Il était plus disponible depuis près de 2 ans, je pense. Et à l'époque, je ne sais pas si on s'en rappelle, mais à l'émission Tout le monde en parle, Guy Lepage avait demandé à Robin Aubert de lire un extrait de ce recueil-là. Un poème vraiment fort. Et là, évidemment, du jour au lendemain, plus d'entre la ville et l'écorce, il était épuisé. On l'a réimprimé. Et cette réimpression a été épuisée aussi. Et là, ben, depuis cet été, il est disponible à nouveau, à prendre en note, Entre la ville et l'écorce de Robin Aubert. C'est pas vraiment la peine d'insister là-dessus. On le sait tous. 2020 est une année, pas une année perdue, mais une année où on a vécu des choses pas mal différentes. Et moi, comme éditeur, c'est sûr que je me suis retrouvé à devoir retarder beaucoup de publications, à mettre beaucoup de choses en attente. Il y a des choses qui étaient prévues pour le beau printemps qui vont se retrouver à la fin de l'automne, là, bientôt. Puis il y a d'autres choses, celles qui étaient prévues pour la fin de l'automne, qui vont se retrouver aux portes de l'autre année, de l'année suivante. C'est pas grave, on prend ça comme une expérience, puis ça a permis peut-être à certains projets de mûrir un peu plus. En tout cas, on commence cette marche vers l'hiver, cet automne, cette rentrée tardive, avec un titre un peu étrange, Belle pour rien. Belle pour rien de Julie Roy. Julie Roy, on avait publié d'elle
Dans le bois avec les sorcières, un titre qui avait été remarqué en 2017. Et la poésie de Julie Roy, c'est quelque chose que les gens remarquent, c'est quelque chose que les gens vont aller chercher sur les tablettes, mais dont on parle peu dans les médias. Il y a eu quand même quelques bons articles sur ce recueil, Dans le bois avec les sorcières, mais c'est pas une poésie d'éclat. Et ça tient vraiment à la nature même de la force de cette poésie-là. Il y a des gens qui ont comparé le mystère des poèmes de Julie Roy à Emily Dickinson. Moi, je vois même une parenté avec Germain Nouveau. Germain Nouveau qui était ce poète très humble, qui était à la porte des églises et qui avait une approche sensible du monde, mais très retirée. Et Julie Roy, c'est un peu, pour moi, une ermite urbaine. Dans son écriture, on sent un parcours en ville, un parcours presque anonyme. Il n'y a pas de recherche d'effets. Mais ce qu'on sent, c'est une compassion énorme, énorme pour les solitaires, pour les mendiants, pour ces gens presque invisibles qui peuplent la ville. Et là, il y a une force dans son écriture, une force de la modestie, une force dans la retenue même du choix des expressions, des mots. Et la façon dont ça vient éclater en nous, c'est très, très troublant. Difficile à définir, mais très, très, très troublant. Donc ça, c'est pour le 14 octobre. Et presque après, dans quelques jours après, vers le 20 octobre, la semaine suivante, on va sortir le recueil de ce poète dont on attend un recueil depuis longtemps, qui est en fait pratiquement le voisin de palier de Julie Roy, Patrice Desbiens. Patrice Desbiens, quelqu'un qui a énormément publié, mais là, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait rien sorti. Et pour une raison très simple, il a été très malade, il y a eu cirrhose du foie, il y a eu un accident cardiaque, des moments difficiles pour Patrice Desbiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a même pas du tout affecté sa poésie. C'est quelqu'un qui peut pratiquement plus sortir de chez lui, surtout pas en ce moment en pandémie, il est très fragile. Et la plongée dans son monde intérieur est d'autant plus forte, d'autant plus étourdissante. Et là, Patrice, ce qu'il m'a proposé, c'est de publier comme tel un tapuscrit, un manuscrit à la dactylo, qu'il a fait chez lui, tranquillement. Et j'ai été frappé vraiment par la beauté de l'objet, la beauté du texte tapé. C'est des poèmes comme toujours très courts, mais là on a une espèce de concentré dans la force du texte qui est assez remarquable. Et en tout cas pour moi vraiment c'est peut-être son recueil le plus concentré. Il est relativement court, on le publie sur du papier, comme lui me le souvient, une espèce de papier dactylo un peu papier oignon qu'on appelle, papier pelure, un papier un peu semi-transparent, translucide. Et donc, on ne met pas les textes des deux côtés de la feuille, parce que sinon, on verrait à travers. On le fait comme dans le carnet qui m'a remis, feuille après feuille, du texte d'un seul côté. Et je pense que l'effet poétique de ce support, de cette édition, va rendre au texte justice. Je pense que ça sera une expérience. J'attends avec impatience de l'imprimeur ce livre, je vous le dis, et de voir l'effet du papier qu'on a choisi. On le sait, Loi de Cravant se spécialise un peu dans les livres improbables. Les livres d'images qui sont presque des poèmes, les poèmes qui sont presque des livres d'images. Et donc, c'est peut-être pas tout à fait étonnant qu'on va publier en novembre le nouveau titre de Julie Delporte, la BDiste extraordinaire Julie Delporte, Décroissance sexuelle. Alors, Décroissance sexuelle, c'est un projet qui vient à l'origine d'une exposition, d'une intervention qu'elle a fait à la Galerie d'Art à partir de mars 2018. Elle a présenté 24 textes, 24 phrases qui étaient mises sur des panneaux lumineux à l'extérieur de Dardar. Et donc, Julie, ses phrases étaient vraiment axées sur une expérience, bon, le titre le dit, décroissance sexuelle, une espèce de demande pour une baisse de la présence de l'image sexuelle ou de l'imagerie sexuelle ou de la... En fait, c'est les phrases elles-mêmes qui le disent le mieux. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment assez déconcertant et je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir ça sous forme de livre. Et on a eu cette idée de faire un livre avec des gravures de Julie,
comme elle commençait à faire des expérimentations en eau forte, elle nous a proposé ces images vraiment très belles, à la fois douces et dures, qui saisissent bien l'intérêt, le paradoxe du propos du livre. Et donc, on va avoir un objet devant nous, avec des phrases qui vont pouvoir résonner fortement, chacune d'entre elles, à partir des images qui les accompagnent. Et ça, c'est les genres de projets que j'adore. L'objet livre, l'objet déclencheur d'émotions poétiques. Ça va être très différent de ce qu'on a connu de Jules Delporte jusqu'à maintenant, mais toujours avec son talent vraiment fort, vraiment remarquable d'artiste. Et puis, pour terminer l'année, vers le 10 novembre, un livre de Toineau Dumas, Pourriture terrestre. Toineau Dumas avait, sous le nom d'Antoine Dumas, publié Un monde inventaire aux éditions du Passage, et sous son nom de Toineau Dumas, Anima Lumière pour les arts amoureux. Je suis très content de la publier à Loi de Cravant. Pourriture terrestre, c'est un projet qui est la suite de ses recherches poétiques, mais là, elle plonge vraiment dans l'organique, dans la poésie où se lie un espèce de retour à la terre, mais un retour à la terre, là, pas au sens figuré des années underground, mais vraiment presque dans le sens de se rouler dans la terre, de faire un avec la terre, de pourrir soi-même, de laisser l'organique en soi couler, sortir, se lier. Une espèce de désir de dépassement qui devrait tous nous rejoindre dans ces moments de confinement. On se sent coupé de tout, on est juste comme sur le métal, le verre des écrans. Là, il y a vraiment quelque chose d'autre. C'est présenté sous une couverture, un dessin d'une artiste qui s'appelle Lilaï. Lilaï, qui est une amie de Toineau Dumas. Ce qu'elle a fait comme dessin d'accompagnement dans le livre et sur la couverture, c'est vraiment très juste, très très proche de la poésie qui est dans le livre même. Donc tout ça, moi, ces livres-là, vous voyez, il y en a qui sont chez l'imprimeur, mais il n'y en a aucun que je peux tenir dans mes mains et j'ai très hâte de les partager avec vous. On va trouver une solution de lancement, de marquer l'événement, je ne sais pas encore comment, mais ce qui compte, c'est vraiment la part que vous, libraires, vous pouvez mettre comme plus que comme courroie de transmission, comme présence réelle. C'est vous, les gens qui êtes présents auprès des livres en ce moment. Ça, c'est un rôle absolument essentiel, vous le savez. En terminant, j'aimerais vous lire quelques mots de ce livre de Toineau Dumas. Mon mot favori est océan, car il est juste là, sur le bout de ma langue, prêt à être craché dans le désert. Voilà. Puisse cet océan nous accompagner dans les déserts que nous aurons peut-être à traverser. Bonne automne, bonne dernière lumière de l'année, bonne traversée de l'hiver. Bonjour à vous, chers libraires. Mon nom est Marie-Noëlle Blais. Je suis la nouvelle directrice littéraire des éditions du Quartz, donc depuis un peu plus d'1 an. Et c'était une drôle d'année, donc j'ai bien hâte de pouvoir prendre un autre rythme de publication, quelque chose d'un peu plus classique, mais surtout j'ai très hâte de pouvoir vous rencontrer. J'en connais quelques-uns parmi vous, mais pas assez à mon goût. Pour moi, c'est très important le lien avec les libraires. Je suis moi-même une ancienne libraire. Donc voilà, comme directrice littéraire, j'ai hâte d'aller vous rencontrer pour vous parler davantage de ce que je souhaite faire avec le Quartz. Donc vous avez déjà eu 2 livres en cette rentrée. Vous avez eu La bienveillance des ours de Virginia Pessimapéo-Bordelot et François Lévesque. Je vous remercie pour ceux qui l'ont accueilli dans leur librairie. On est très contents. Le livre bénéficie d'une presse plutôt agréable. Et puis, il y a eu l'autre très beau livre de Virginia Pessimapéo, donc son livre d'artiste. Donc, à venir, on a un livre, donc au mois d'octobre, un premier roman qui s'intitule Télosphobie.
Donc en gros, la télosphobie, oui c'est un néologisme, mais la télosphobie est la peur de toutes les fins. Et donc, dans son premier roman, Claude Bouliane met en scène, dans un avenir plutôt rapproché, une entreprise pharmaceutique tentaculaire qui aurait vraiment le monopole sur le marché très lucratif de la vie et de la mort. Donc, il va fouiller les thématiques du droit à mourir, des lois encadrant le droit ou non à donner la vie, et il explore aussi les dérives possibles de la privatisation du don d'organes. C'est un roman choral, on est tantôt du côté de ceux qui souhaitent mourir, donc qui souhaitent mettre fin à leur jour, tantôt du côté de ceux qui n'aimeraient ne jamais voir arriver la fin, du côté finalement de ceux qui travaillent pour ce système, puis finalement du côté de celles qui souhaitent plus que tout donner la vie. Donc c'est un roman, à mon sens, qui serait un très beau départ pour un scénario, un excellent scénario d'un épisode de Black Mirror, par exemple. Donc, ce livre sera dans vos librairies à partir du 13 octobre. C'est un roman d'environ 180 pages. J'espère que ces quelques mots vous donneront envie de le commander et de le recommander à vos clients qui auraient peut-être envie de sortir un peu des sentiers battus et de se tourner du côté d'un écrivain pas encore connu. À propos de Claude Bouliane, justement, quelques mots. Claude Bouliane n'est ni prof de littérature ni journaliste, il est juge. Et à mon sens, ça teinte énormément son univers. Claude Bouliane aime profondément ses personnages, ça se sent. Et je pense qu'il a un désir profond de comprendre leur motivation, ce qui permet sans doute de bien les camper, de bien les saisir. Donc voilà, Télosphobie le 13 octobre chez vous. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne rentrée et un bel automne. Et je vous souhaite énormément de clients curieux, de clients fidèles. Et je vous souhaite aussi des bonnes conditions de travail. C'est quand même une drôle d'ambiance. Je vous trouve très courageux de travailler ainsi avec le public en cette période de pandémie. Donc, je vous souhaite un automne malgré tout serein et j'espère vraiment avoir plusieurs occasions de vous rencontrer dans les prochains mois. Donc, à bientôt. Bye bye. On apprend à retirer nos épines, à avoir honte de nos pertes de contrôle, à nous en méfier, à en avoir peur. Ce sont des fuites indésirables qui nous rappellent à notre faillibilité. C'est pourquoi on nous enseigne la stabilité, la tempérance, la mesure, pour échapper à la fureur qui guette, une fureur manifestement encore plus horrifiante que celle des hommes, puisqu'on refuse de la voir. Réhabiliter la cruauté des femmes à travers les récits, c'est aussi témoigner de leur humanité. C'est leur redonner leurs sentiments, leur vécu, leurs identités. Parce que dans le réel, les femmes sont elles aussi parfois amorales, dangereuses, enragées, non fiables, imprévisibles et menaçantes. Elles aussi savent écraser les chenilles au printemps. Je n'oublierai jamais la surveillante qui m'avait lancé sans gêne. Tu ne pourrais pas être comme les autres filles au lieu d'aimer des trucs de gars. Des trucs de gars. Ça résonne encore fort dans ma tête aujourd'hui. La même surveillante m'avait dit que mon vocabulaire était trop violent pour une jeune femme, que ma surutilisation des sacres tenait d'un langage de barbare. Si seulement elle savait que 16 ans plus tard, mère est mariée, je suis encore crissement barbare. La porte grincera. Chérie, l'obscurité restera silencieuse, l'angoisse opaque. L'image de son conjoint éventré lui viendra en tête, avec bruit, comme une grille de cellules qui s'ouvre. Elle croira entendre un râle de souffrance, du sang tomber goutte à goutte au sol, ses filles rire. La lumière se fera sur le lit conjugal, pas de cadavre encore chaud. Le tas de viande sera en train de souffrir ailleurs dans la maison. Tu aurais préféré mourir plutôt que d'avoir une fille sale comme moi. Une fille tellement usée qu'il lui faudrait une hyménoplastie pour qu'on veuille d'elle.
Ce trou que tu veux contrôler, je vais sans cesse le déconstruire, le brutaliser, par double pénétration s'il le faut. Tu me forceras à le recoudre et je passerai au fisting. Rien que pour te voir full of shame. Gangbang pour remplir le vide. Tu recevras des sextapes de mes performances. Tes coups seront si forts que je saignerai du nez. Tes coups ne me dérangeront pas. En contrepartie, des inconnus me défloreront. Fausse vierge. Pour t'éviter de retomber toujours dans la même marde. Je ne sais plus quoi te dire, y a rien qui reste dans cette tête-là. Tu répètes toujours les mêmes erreurs. Le panneau, il saute gros, tu fonces dedans pareil, comme une adolescente sans jugement, esclave de ses pulsions, qui dirait c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. T'es jamais responsable de rien. Ensemble, on a passé des heures à se faire des plans, à trouver des trucs, des outils. Mais y a jamais rien qui marche. Tout ce qu'il faut pas faire, tu le fais. Tu le rappelles, tu le laisses, tu t'isoles, tu bois. Tes patterns sont tellement ancrés que oui. T'as raison, Sylvie, oui, je le pense vraiment. Tu t'en sortiras jamais. J'adore la regarder chasser. C'est comme un jeu pour moi. Un jeu auquel je ne pourrai jamais participer, auquel je n'ai jamais pu même m'essayer. Je pose mes mains moites à plat sur la table. Ma langue humecte mes lèvres craquelées. Pour Amaryllis, la chasse semble sans effort. Elle s'appuie aux zincs, dos légèrement arqué et bouche entr'ouverte. Elle attend. Ça ne dure jamais longtemps. Contrairement à moi, elle est née pour être regardée. Je voudrais aller vers eux, mais je n'arrive pas à les approcher. Je sens qu'il me manque quelque chose, ou que j'ai quelque chose en trop. Peut-être les deux. Je vis avec ce sentiment depuis toujours. En réalité, je n'ai jamais habité ce corps. Je m'y cache, tandis que brûle en moi un feu dont on ne soupçonne pas l'intensité. Je les regarde et j'imagine mon feu éclairant leur visage, de douces vagues orangées dansant sur eux, leur sourire, l'éclat de leurs yeux, le courant qui passe entre nous. Et je reste seule avec mes rêves d'amitié. Les femmes qui ne se prononcent pas sur leur désir de maternité seront questionnées. On voudra que celles qui n'ont pas ce désir nous expliquent. On tentera de convaincre celles qui hésitent. On fera sonner l'horloge biologique de celles qui vieillissent. On encouragera celles qui essaient. On trouvera des solutions à celles qui ne peuvent en avoir naturellement. Parce qu'on attend des femmes qu'elles portent des enfants. Parce que, collectivement, on est incapable de répondre à la question « Qui sont les femmes quand elles ne sont pas des mères ?» Sortant de sa torpeur, Marie-Rose prétexta que la serrure était difficile. En déverrouillant, elle remarqua tissée dans le coin supérieur de l'auvent une toile très dense dont les circonvolutions soyeuses menaient à un trou à l'intérieur duquel, invisible pour l'heure, l'araignée devait se terrer. Presque à regret, Marie-Rose entra. Dans le vestibule flottait une odeur d'abandon, de tristesse incrustée. La lumière blafarde qui filtrait par la lucarne ne suffisait pas à chasser la pénombre ambiante. Après avoir désactivé le système d'alarme, Marie-Rose s'avança et leva la tête. « C'est là », indiqua-t-elle en pointant l'index vers le haut. En acceptant un emploi de fleuriste dans le quartier de son enfance, Cléo avait su que des éléments du passé viendraient la tourmenter. Rien, par contre, ne l'avait préparée à ça, à cette résurgence en chair et en os d'une partie d'elle-même, à ce repli du temps sur un moment indépassable. Lutter très fort pour ne pas être envahi par des visions troublantes et furtives, incontrôlables, mais précises comme des miniatures surréalistes. La main rugueuse de son beau-père, désossée, réduite à un jeu d'osselets sanglants qu'on brasse dans un gant de peau cramoisie. La pomme d'Adam du prof de mathématiques, minuscule sitar dont on pince les cordes vocales en écartant les cartilages avec un compas. L'enfant grenade sur le linoléum.
Rebonjour, voici la deuxième partie de notre automne et je commence avec Elizabeth Smart. Nous publions une anthologie de ses poèmes qui s'intitule simplement Poèmes, des poèmes écrits entre 1938 et 1984. Alors tout le monde évidemment connaît le récit de Elizabeth Smart à la hauteur, titre que j'ai toujours de la misère à me rappeler, mais à la hauteur de Grand Station, je me suis assise et j'ai pleuré, ou quelque chose comme ça. Vous saurez bien le compléter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elizabeth Smart a écrit des poèmes versifiés toute sa vie. C'est un aspect de son travail qu'on ne connaît pas du tout et que Mary Franklin a eu l'heureuse idée de publier. Nous sommes très heureux de publier ce titre dans notre collection Latitude parce qu'il s'agit d'une auteure, on le découvre dans ses poèmes, comme dans beaucoup de poésie anglo-saxonne, qui est inscrite dans le quotidien même de sa vie. Donc, toutes les humeurs autour des maîtres, des contemporains, de la lutte qu'elle a dû mener comme femme pour trouver un espace dans la vie littéraire, sont au cœur même de ses enjeux dans plusieurs de ses poèmes. Et avec, je dois dire, une ironie assez grinçante parfois, une ironie qui fait même du bien à lire d'une certaine façon. Et ces poèmes donc s'étalent sur une période de presque 60 ans, 50 quelques années. Donc on a là une somme en quelque sorte absolument inconnue en français, en dehors de ces récits, qui fait qu'on est vraiment au cœur de l'aventure d'une écriture poétique. Ni sang, ni larmes, ni semences, femme, c'est votre sentence, l'énigme de la fin, de la perpétuité. Deuxième titre de Rosalie Lessard, Les îles Phoenix. On se souvient du très beau, de son livre précédent, L'Observatoire, qui a eu le prix, évidemment, le prix Émile Nelligan et le prix de l'Académie des lettres du Québec. Elle a très tôt dans sa vie commencé à publier et reçu immédiatement une attention critique. C'est une œuvre que nous suivons avec beaucoup de passion parce qu'elle est inscrite en profondeur dans le champ de sa continuité de sa vie elle-même. Donc, Les îles Phoenix, c'est un genre qui est entre biographie et autobiographie. Hein, elle se promène entre les deux, elle raconte des histoires de femmes, toujours de femmes. On pourrait dire que l'inscription féministe est au cœur même de cet enjeu. Les îles Phoenix, dans ce dernier livre, racontent par exemple l'histoire d'Amélie Earhart, la première femme à avoir fait le tour du monde en avion et qui s'est perdue au milieu de l'océan Pacifique. C'est constitué comme ça d'un aller-retour constant entre la biographie et sa propre vie, sa propre autobiographie. Par exemple, elle raconte l'histoire avec son père, de leur passion pour Monica Seles, la célèbre joueuse de tennis qui a été attaquée au couteau par un fan de Stéphanie Graft. Donc, c'est accessoire là, ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que chaque poème est très narratif, très inscrit dans la volonté de rendre compte d'une vie. Et en ce sens-là, c'est très beau. Je porte mon corps comme une robe brûlée, pas un coin d'ombre où je ne l'ai enfoui. Les douches d'une vie bout à bout ne suffiraient pas à l'effacer. Rosalie Lessard. Alors, Yanni Bernier. Yanni Bernier publie Belladonna, son deuxième titre aux éditions du Norrois. Dans la collection initiale, nous avons publié Duchamp et de Lif, dans la collection initiale, donc en 2017. Alors, Yanni Bernier, dans ce deuxième titre, celui-ci, donne la parole en quelque sorte à Francesca Woodman, Marina Tsvetaeva et Virginia Woolf. Trois femmes, trois ressuscitées qu'elle a suivies, dit-elle, jusqu'au fond du puits. Et c'est une œuvre que je trouve prometteuse, celle de Yanni.
très sobre, très juste, très précise dans le sens d'une attention à la profondeur des œuvres, dans ce cas-ci, des trois femmes qu'elle fréquente. Et elle leur donne non seulement la parole, mais elle leur donne la vision qui les a animés au cours de leur carrière. Je n'aime pas beaucoup le mot, mais c'est quand même ça. Et Yanni Bernier, donc, se donne à fond dans ce projet. Très peu de poèmes, une cinquantaine de poèmes à peine, mais qui va très loin dans l'expérience de ces trois écrivaines, de ces trois artistes. C'est un livre que je trouve personnellement très beau, très porteur d'une aventure dont on ne sait pas trop où elle va aboutir, puisque Yanni est quelqu'un de très discret, qui travaille actuellement sur un livre d'essais autour de Tarkovsky, ce qui est, j'ai bien hâte de lire. Et pour l'instant, ces poèmes donc, nous donnent à suivre une expérience des plus crédibles et des plus notoires. Il n'y aura rien pour renouer les fleurs, pour souligner le trait de l'absence. Il faut périr, ressurgir comme le torrent d'une rivière. Yanni Bernier. Un ciel sans preuve de Michel Julien. Michel a publié 2 livres précédemment aux éditions du Noroît. Le monde étrange ou naître, une fin en soi. Et comme dans les 2 précédents, c'est un livre bref, intense. Les poèmes sont minimalistes. Les images sont, j'allais dire, virulentes, mais ce n'est pas le terme exact. Je dirais que ce sont, comme d'habitude, des images très incarnées dans un langage qui cherche à donner corps à une expérience limite, je dirais. Dans ces livres précédents, on évoquait le suicide, on évoquait la mort. Ici, on évoque plutôt, sous forme d'un réquisitoire poétique, un ciel sans preuve dresse un constat lucide sur un nouveau paradigme, la gouvernance par les nombres. Ça peut sembler curieux, mais connaissant l'histoire même de Michel Julien, qui a une formation, on pourrait dire, scientifique ou proche de l'ingénierie, qui a travaillé dans l'avionnerie notamment, ce sont des liens qu'il pose de façon tout à fait naturelle. Et c'est ce qui étonne dans cette poésie, malgré son minimalisme, c'est l'émotion qui en émerge en quelque sorte, sous des airs donc, qu'on pourrait dire logiques, de cohérence des nombres. Il rend compte encore une fois d'expériences limites au cœur même du langage. Peu importe la couleur du rivage, le charbon flotte sur l'eau de rage qui est mienne. Sur l'eau de rage qui est mienne, dans la chute du poème, tout est dit, c'est-à-dire de ce lien entre, j'allais dire, l'arrogance des nombres et la vie intime aux prises avec la survie. Michel Julien. Dernier titre de la saison, si saison il y a, Pedro Serrano, Par choc. C'est une traduction d'Emmanuelle Tremblay, qui a déjà publié au Noroît, comme vous le savez, qui est également romancière, et qui nous donne une traduction fabuleuse de ce livre, formidable, qui nous rend la poésie non seulement accessible, mais qui nous rend intelligents à la poésie. Par choc, en espagnol, defensa, c'est un jeu de mots que l'auteur qualifie lui-même d'effet de synestrie. On pourrait traduire par accident, étonnement, déplacement, glissement, tous les paradigmes qu'on peut trouver autour de ce qui peut créer chez le lecteur un déplacement de l'usage commun. Cependant, il le fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, évoquant l'ours polaire, évoquant la fuite des tortues dans la mer. Il fait toujours un lien avec l'expérience du poème comme tel, si bien que le lecteur est amené à se construire lui-même sa propre compréhension du poème à partir de ces mots, puisqu'il ne veut pas donner une théorie toute faite. Il veut que le lecteur, à partir de sa propre expérience de poète
et de traducteur. C'est un éminent traducteur de la poésie anglo-saxonne. C'est un animateur de poésie. Il dit d'entrée de jeu dans son livre, « La poésie est un réseau, une communauté et une complicité qui se crée entre ceux et celles qui lisent des poèmes, en écrivent. Par-delà les frontières de la géographie qu'elle dessine et de son économie interne, son rayonnement et son influence étendent leur empire sur des zones bien plus vastes qu'on ne saurait le croire. » Pedro Serrano, Par choc, un livre que je recommande à toutes les lectures.